2 ans après l'explosion de l'usine AZF, l'émotion est toujours à vif à Toulouse. La cérémonie commémorant le drame a été troublée par des manifestants dont certains s'en sont pris au maire de la ville. Philippe Douste-Blazy déplore ces incidents. Le plan de la dernière chance pour sauver le groupe Alstom. Le commissaire européen Pascal Lamy pense qu'une solution est possible. Les syndicats disent leur inquiétude et les salariés attendent. La date butoir est fixée à demain par Bruxelles. Le compte à rebours pour la sonde américaine Galileo qui sera désintégrée par la NASA dans moins de 2 heures après avoir parcouru plus de 4,5 milliards de kilomètres autour de Jupiter. Faute de carburant, Galileo sera donc détruite. Alain Chamfort nous revient avec plaisir. C'est le titre de son dernier album, un artiste complet qui a tracé sa route depuis 30 ans avec beaucoup de talent. Madame, Monsieur, bonsoir. La douleur reste vive à Toulouse, 2 ans après la catastrophe de l'usine AZF. Pour cette journée anniversaire consacrée au recueillement, une messe a été célébrée à la mémoire de toutes les victimes. Une cérémonie troublée auparavant par la colère de certains manifestants qui ont pris à partie Philippe Douste-Blazy. Le maire de la ville dénonce ce soir l'action d'une trentaine de personnes qui n'ont pas eu la dignité de se recueillir à la mémoire des morts. Muriel Lassaga, Nicolas Houer. Le maire et ses adjoints sifflés, hués par des Toulousains venus se recueillir. Devant un tel tollé, les élus quittent aussitôt le lieu de la commémoration. Avant que le maire n'arrive, la tension était déjà très forte, suscitée par la présence de CRS, une initiative de la préfecture. Il y a tout simplement le souhait que cette commémoration se place dans la dignité et dans le calme. Et par conséquent, les mesures adaptées sont prises, qui sont de précaution et non pas d'intervention. On n'est pas venu pour ça, on n'a pas besoin de CRS. On a simplement besoin d'être entre nous, de se recueillir avec tous ceux qui veulent le faire. Les services de la préfecture craignaient précisément ce qui s'est passé ce matin. Car depuis plusieurs mois, les associations sont agacées. Elles réclament à la mairie le déblocage de fonds pour des sinistrés encore dans le besoin. Il s'agit d'un reliquat de dons d'un montant de 3,8 millions d'euros. À la municipalité, l'heure est à la réflexion sur ce problème crucial. Aujourd'hui, pour le maire, c'était un amalgame de trop. Ce que le plus important aujourd'hui, c'est de tout faire pour commémorer, parce que la ville de Toulouse n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Nous venons de reconstruire tous les bâtiments communaux. Et maintenant, ce qui est important, c'est d'essayer non seulement de ne jamais oublier. Voilà. L'un de ses adjoints ajoutera, les agitateurs sont des membres de l'extrême gauche. La minute de silence aura bien lieu. Sans les élus, sans le discours. Au même moment, les salariés d'AZF se recueillaient au sein de leur ancienne usine. On a le devoir de se retrouver en hommage aux victimes, qu'elles soient à l'intérieur de l'usine ou à l'extérieur de l'usine, et puis surtout, peut-être d'une certaine manière, rappeler aux gens qu'il y a un gâchis extraordinaire autour de ça. Au total, il n'était que quelques centaines ce matin à commémorer le 2e anniversaire de la catastrophe. À croire que la plupart des Toulousains veulent oublier AZF. Le sort d'Alstom sera scellé demain à la recherche d'un plan de la dernière chance. Plus d'une trentaine de banques ont été appelées par Bercy dès hier. Cet après-midi, ce sont les syndicats qui étaient reçus par le ministère de l'Industrie, ne cachent pas leur inquiétude, alors que l'État entrevoit un nouveau plan de sauvetage qui aurait cette fois-ci les faveurs de Bruxelles. Le point, Agnès Souligné. Les syndicalistes français d'Alstom ne veulent pas être en reste. Ils sont venus cet après-midi pour connaître le nouveau plan élaboré pour sauver leur entreprise. Pour eux, l'essentiel, c'est la survie de 118 000 emplois. Ils restent inquiets. Aucune assurance ne nous a été donnée pour le maintien de tous les sites et de tous les emplois, ce qui est pourtant l'exigence de tous les salariés. Patrick Cron, le patron d'Alstom, a présenté hier soir aux 32 banques concernées le nouveau dispositif d'aide. Elles devraient participer à hauteur de 2,4 milliards, c'est plus que prévu initialement, d'où le délai de réflexion qu'elles demandent. L'État aussi devrait donner plus, 800 millions au lieu de 500, et la transformation en action d'une partie de ces fonds ne se ferait qu'avec l'aval de Bruxelles. Je crois que ce soir, une solution est possible. Ceci étant, ça n'est pas terminé. Et je m'en voudrais que quelques propos publics de ma part soient un risque que ces négociations échouent. C'est ici, à Bruxelles, devant la Commission de la concurrence et Mario Monti, que devrait s'achever le suspense demain soir ou mardi matin, si l'accord des banques est donné.
Voyons maintenant concrètement l'état d'esprit des salariés d'Alstom à Belfort, où l'entreprise est le poumon économique de la région. C'est toute la ville qui est suspendue au sort qui sera réservé au groupe. Ce dimanche, l'avenir d'Alstom était dans tous les esprits. Reportage Séverine Lebrun, Annie Triboire. Alstom ne peut pas faire faillite, c'est impossible. L'outil de travail, il coûte des milliards et des milliards. Et il le vend, l'outil de travail. On va pas le brader quand même. Eh si, qu'il le brade. Ah non. Eh si. On se revoit demain, vous verrez. Ben on verra. Il ferme pas l'Alstom. Personne n'ose y croire, personne n'ose imaginer Belfort sans son entreprise Alstom. Est-ce que vous avez signé la petite carte? Oui, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Une carte postale à l'attention de la Commission européenne. Ici, les salariés d'Alstom ont du mal à comprendre que leur sort se joue à des kilomètres de là, à Bruxelles. Je dis maintenant aux gens, quelques années après, ils ont voté Maastricht, ils voient leurs résultats. Aujourd'hui, des technocrates, quelque part, ils peuvent bousiller une entreprise comme on a Alstom. Demain, ça peut être une autre. Ça aidera déjà les banquiers et puis les actionnaires à se renflouer, mais pour nous, on ne se fait pas trop d'illusions sur le devenir d'Alstom. Demain, on va aller au travail, on ne sait pas ce qui va se passer. On est inquiet, très inquiet. À Alstom, des générations se sont succédées. Quand Alexis y est rentré, c'était encore la belle époque. C'était le bassin des emplois de Belfort, et pas rien que Belfort. Il y a des Alsaciens, il y a des gens de la Haute-Saône, il y a des gens du Doubs. Vous aviez 50 cars, 50 bus qui sortaient de l'usine tous les soirs. Son fils, lui, ne se fait plus beaucoup d'illusions. Même s'il y aura du financement, le plan social il va continuer, et il y aura quand même un plan social et il y aura quand même des licenciements. À Belfort, les 3400 salariés d'Alstom devront encore attendre 24 heures pour connaître leur sort. L'homme d'affaires Pierre Falcone, qui avait été placé sous contrôle judiciaire dans une affaire de trafic d'armes présumée vers l'Angola, pourra, s'il le veut, quitter la France à sa guise. Nommé ministre de l'Angola à l'UNESCO, il est désormais protégé par l'immunité diplomatique. Francis Mazoyer, Fanny Auverly. Pierre Falcone, personnage central d'un vaste trafic d'armes présumé vers l'Angola. Un marché très juteux de 600 millions de dollars. Mis en examen par le juge Couroin, Pierre Falcone était sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction totale de quitter le territoire. Un contrôle judiciaire qui vient de voler en éclats, à cause de cette petite carte, celle de sa nouvelle fonction, ministre de l'Angola à l'UNESCO. Un titre qui lui offre l'immunité diplomatique et le droit de voyager à l'étranger en toute impunité. Oui, c'est un moyen de quitter le territoire français en toute légalité, mais certainement pas de se soustraire à la justice française, car ainsi que nous en avons informé le juge d'instruction, M. Falcone continuera à répondre à toutes les convocations de la justice française. L'Angola est un État souverain. Ni le ministère des Affaires étrangères ni la justice n'ont eu leur mot à dire. Les magistrats ne décolèrent pas. C'est véritablement une conception désormais monarchique de la justice selon laquelle tous les nantis, tous les gens qui ont du pouvoir échappent totalement à la justice, puisque là, M. Falcone, en réalité, échappe à ses obligations de contrôle judiciaire, mais ne sera pas jugé. Pierre Falcone ne pourra effectivement pas être jugé pendant au moins 4 ans, la durée de son mandat. 4 ans pendant lesquels il sera légalement intouchable. Encore ce nouveau rassemblement devant la gendarmerie de Lurie. Quelques dizaines d'habitants ont une nouvelle fois manifesté leur soutien aux 2 jeunes interpellés et transférés à Paris. Une délégation dans le calme a été reçue à la gendarmerie. Les incendies de l'été ont décimé des milliers d'hectares de forêt, un désastre écologique qui pourrait en entraîner un autre. L'arrivée des pluies d'automne pourrait accélérer l'érosion des terres, multipliant les risques d'inondation dans le massif de l'Estérel. Les spécialistes entreprennent de très gros travaux pour éviter une nouvelle catastrophe. Olivier Théron, Frédéric Serrelli. La forêt couchée. Des centaines de pins, calcinés par l'incendie, ont été abattus et disposés perpendiculairement aux pentes du massif de l'Estérel. Ce sont des fascines. Elles doivent ralentir l'érosion et favoriser la repousse de la forêt. En retenant cette terre, les graines vont s'y loger. Ça va nous aider aussi à reconstituer la forêt plus facilement. Plutôt que tout parte dans les ravins, y compris la régénération va être accélérée sur les surfaces traitées de cette sorte. Pour les spécialistes de l'Office national des forêts, il y a urgence à s'occuper des massifs ravagés par l'incendie. Une vraie stratégie doit être mise en œuvre, car après le fléau du feu, c'est l'eau et les fortes pluies d'automne qui pourraient être dangereuses. Donc il y aurait cumul du vallon feu et du vallon vert, l'ensemble se regroupant pour arriver sur la Guet, donc en fait dans l'urbanisation, les zones de camping, 4000 personnes, et l'agglomération Fréjus-Saint-Raphaël. L'ONF a tout de suite mis en œuvre des travaux en forêt domaniale sur ses propres crédits, de manière à limiter à l'amont, ce coup-ci, les problèmes de lessivage et décapage du sol.
Donc ces travaux ont déjà démarré. Ils ne sont pas terminés. C'est effectivement une œuvre de longue haleine parce que vous voyez que les superficies à traiter sont importantes. Ce sont les maires du littoral qui ont fait appel à l'ONF pour sécuriser les bassins versants et les quartiers résidentiels installés au bas des pentes de l'Estérel. Le scénario catastrophe, d'abord, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire une pluie abondante pour récupérer la moyenne. Ce qu'il faut éviter, c'est que le ruissellement soit trop fort, mais qu'il se produise quand même. Là, vous mettez tout sur le côté. Ouais, pour les projections, après, il y a le minimum vraiment dans l'île de la Rivière, l'île du Vallon. Des travaux d'urgence sont réalisés dans les lits des cours d'eau. Il faut éliminer tous les troncs d'arbres qui pourraient créer des embâcles, des barrages fragiles, susceptibles de céder en période de crue et de générer des vagues dévastatrices. Malgré tout, la forêt brûlée attend la pluie avec impatience pour renaître au milieu des cendres. Les journées parlementaires de l'UDF, François Bayrou ne ménage pas ses critiques à l'égard du gouvernement. Il compte bien conserver cette liberté de parole qui est la sienne. Et dans son discours de clôture, il a proposé de limiter la baisse de l'impôt sur le revenu à seulement 1% afin de maintenir notamment l'allocation des chômeurs en fin de droit. Reportage Pauline Revenaz, Christian Gallet. Je trouve bien et normal qu'en effet, nous ayons retrouvé le goût de la parole libre. Et cette liberté de parole, François Bayrou en a usé au cours de ces journées parlementaires qui avaient parfois l'allure d'une conférence de presse ininterrompue, ou presque. Est-ce qu'on peut avoir 5 minutes de conversation avant, sans images, comme ça? Dans les allées comme à la tribune, une même tonalité, la critique de l'action gouvernementale. Ni la hausse du gazole, ni surtout la suppression de l'allocation des chômeurs en fin de droit ne correspondent à notre vision. L'UDF ne les accepte pas. Des propos combatifs mais qui masquent le dilemme. Jusqu'où aller dans la critique lorsqu'on appartient à la majorité? Il ne s'agit pas de nuire au gouvernement, il s'agit simplement de lui dire, voilà, nous pensons qu'il y a telle ou telle difficulté, il ne faut pas se les cacher, il faut y apporter une réponse. Et devant les difficultés actuelles, à l'UDF on se sent pousser des ailes. On se verrait bien partir seul à la bataille des régionales, mais les négociations avec l'UMP n'ont pas encore commencé. Il faudrait quand même qu'on évolue un peu. La situation se prête aujourd'hui plus aux alliances qu'au ton ferme. J'ai toujours raison, faites ce que je dis. Bon, bah écoutez, on va peut-être travailler un peu là, non? Pour cette rentrée, l'UDF a son agenda 2004. Obtenir au moins 6 têtes de liste pour les élections régionales, une manière d'agrandir son espace aux côtés de l'UMP. Et pour sa part, François Hollande, qui était il y a quelques instants l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, s'en est pris à la politique de Jean-Pierre Raffarin. Nous l'écoutons. Le Premier ministre n'est pas juste. Dès lors qu'il prend des mesures fiscales qui vont dans le même sens pour les plus favorisés, qu'il fait une redistribution à l'envers. Il demande aux plus pauvres de payer pour les plus riches. Oui, je dis, c'est le moment pour l'opposition, mais à travers l'opposition, pour beaucoup de Français, de dire assez. Quand un pays est inquiet, quand il y a de l'incompréhension et de la colère, il est terminé le temps des gadgets, des formules, des communications, y compris professionnelles. Le temps est maintenant venu de la vérité. La nuit dernière, dans l'Essonne, une douzaine de voitures ont été brûlées, plusieurs autres endommagées dans le quartier de la gare d'Arpajon, où un RER a été stoppé après l'affrontement de bandes rivales dans une des rames. Il y a quelques jours à Lyon, des prostituées manifestaient contre la nouvelle loi qui condamne le racolage et les chasses des villes. Avec cette loi, le racolage, même passif, devient un délit. Le point, 6 mois après la mise en place de ce que l'on a appelé les lois Sarkozy. Florence Bouquilla, Guillaume Michel. Depuis 2 ans, lorsqu'il arpentait ces boulevards en fin d'après-midi, Jean-Loup Mayol croisait des centaines de prostituées africaines ou bulgares. Aujourd'hui, avec l'application de la loi Sarkozy, elles ont quasiment déserté ces trottoirs. Et avec elles, ont disparu certains problèmes difficiles à supporter pour les riverains. Les problèmes de nuisance qu'engendre la prostitution, les voitures, le bruit, les bagarres entre africaines, les filles bulgares et d'autres. Plusieurs centaines de filles s'étalant sur le trottoir. Les riverains ne pourront à peine rentrer chez eux. En réalité, ces prostituées ont su se rendre moins visibles. Elles travaillent plus tard et dans des lieux moins exposés au contrôle policier. Car depuis 6 mois, le racolage, passif ou actif, est devenu un délit, passible d'une amende allant jusqu'à 3 750 € et de 2 mois de prison ferme. Mais dans les faits, elles sont peu condamnées. Les policiers attendent surtout d'elles des informations concernant leurs proxénètes. Nous allons mieux la connaître, cette personne, nous allons savoir d'où elle vient, nous allons savoir comment elle est venue en France, et là, nous allons
pouvoir commencer à tirer des fils qui vont engager des enquêtes. Aux étrangères sans papier, la police propose aujourd'hui de dénoncer leurs proxénètes en échange d'un titre de séjour provisoire. Assez efficace, selon les associations d'aide aux prostituées, mais dangereux. Une personne qui avait dénoncé son réseau de proxénètes et qui avait trouvé à habiter chez des amis porte de la Chapelle, n'ayant pas de possibilité plus sécurisée, et qui a été victime d'une agression en pleine rue, qui a reçu des coups de couteau. En 6 mois, 1255 prostituées ont été arrêtées pour racolage. Parmi elles, Cathy, très étonnée au mois de juillet d'être ramassée par la police. C'est pour faire tomber les réseaux, c'est pour les petits jeunes qu'il y a. Mais nous, on a 30 ans, à peine les filles qui sont là, elles ont eu des enfants, les enfants sont grands et tout, quel réseau. Cathy affirme qu'elle ne se rendra pas à sa convocation devant la justice. Depuis l'application de cette loi, la plupart des jugements pour racolage se sont traduits par des relaxes ou des peines d'amende. L'actualité à l'étranger avec chaque jour désormais en Irak de nouvelles victimes de la guérilla. 3 soldats américains ont été tués, 13 autres blessés hier dans 2 attaques. Par ailleurs, le membre du conseil du gouvernement blessé par balle près de chez elle à Bagdad est dans un état stable. Ses jours ne sont plus en danger. Si les attaques à l'égard des forces américaines sont quotidiennes, le sabotage sur les oléoducs des puits de pétrole se multiplie, notamment dans la région de Kirkouk où les Américains sont désormais très présents, avec pour but de sécuriser ces sites et de relancer la production. Reportage de nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Jean-François Renaud. Des flammes et des hommes sur la plaine de Kirkouk. Ces Kurdes irakiens sont chargés d'assurer la sécurité d'un site exceptionnel. Un immense champ de pétrole au nord de l'Irak, l'un des plus prolifiques au monde. Dans un premier temps, nous ne voyons pas les Américains qui tentent ici de se faire discrets. Ils sont pourtant bien là. Ce sont les Américains qui nous paient. Au moins maintenant, on peut profiter un peu de l'argent du pétrole. Ces terres pleines de promesses abritent donc désormais quelques citoyens américains qui n'ont aucune envie de voir la presse. Tous travaillent pour KBR, une société américaine jadis présidée par Dick Cheney, actuel vice-président des États-Unis. Comme par hasard, cette entreprise a décroché le pactole, la réhabilitation de toutes les infrastructures liées au pétrole en Irak. Mais nous sommes vivement priés de nous intéresser à autre chose, par exemple, à ces quelques ingénieurs américains inoffensifs, chargés simplement de conseiller les Irakiens et dont le discours est parfaitement rodé. Les Irakiens sont pleins de ressources. Ils sont très ingénieux pour faire fonctionner des choses sur lesquelles vous n'auriez eu aucun espoir. Au volant de 4x4 rutilants, les Américains contrôlent en fait toute la production. Ce sont d'ailleurs eux qui vont négocier discrètement avec ces chefs de tribu venus ce jour-là en délégation. S'ils nous donnent de l'argent, nous sommes prêts à les aider et à empêcher les terroristes de saboter les oléoducs. Car les actes de sabotage se multiplient sur les pipelines, empêchant comme ici l'exportation du brut vers la Turquie. Un véritable casse-tête pour les Américains qui comptaient sur l'argent du pétrole pour financer leur présence en Irak. Je vous propose maintenant de partir sur la base américaine de Guantanamo à Cuba, où vous le savez, sont détenus des prisonniers qui ont participé à la guerre en Afghanistan. Pour la plupart d'entre eux, ils seraient liés à Al-Qaïda, c'est ce qu'affirment les autorités américaines, qui ont transformé cette prison en quartier de haute sécurité. Reste cette question qui inquiète les avocats et les organisations des droits de l'homme. Comment sont traités ces prisonniers et à quel moment seront-ils jugés? Reportage, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Guantanamo, ce n'est vu du ciel qu'un bout de terre aride à la pointe de l'île de Cuba. Un traité vieux d'un siècle l'octroya aux États-Unis qui en firent une base navale. Et c'est là, en bord de mer, que nous découvrons l'une des prisons les mieux surveillées au monde, Camp Delta. Une prison qui diffuse par haut-parleur l'appel à la prière, 5 fois par jour, comme le veut l'islam. Les militaires américains disent respecter la foi de leurs 660 détenus capturés lors des combats en Afghanistan. Mais pas question pour autant de les traiter en prisonniers de guerre, ils ne sont pour eux que des terroristes. Il n'y a aucun doute que ces gens sont dangereux pour notre pays et pour le monde entier. Et je suis intimement convaincu qu'en les détenant ici, nous sauvons des vies humaines.
Les quelques rares images de ces prisonniers datent de plus d'1 an, lorsqu'ils étaient encore détenus dans des cages grillagées construites à la hâte. Aujourd'hui, on ne filme plus à l'intérieur du camp Delta. On nous montre en revanche leurs cellules individuelles, tout est en métal, équipement minimum, une douche, une demi-heure de promenade par jour. Ceux qui les surveillent vivent juste à côté du camp, dans des préfabriqués climatisés. Plus de 2000 soldats venus pour une mission d'1 an, gardiens de prison d'un genre très particulier. Les détenus ne sont pas comme je l'imaginais. Ils ne sont pas méchants, ils ne nous crachent pas dessus, ils ne nous traitent pas de salauds d'Américains. En fait, il n'y a pas de problème entre eux et nous. Dans une prison normale, on sait que les gens vont être condamnés après avoir été dûment inculpés, tandis qu'ici, ils sont dans le flou le plus total. C'est pour ça que je ne peux pas porter de jugement sur eux. Voici ce qui pourrait être le futur tribunal militaire de Guantanamo, encore en travaux. De toute façon, aucune date de procès n'est fixée. Pour l'armée, ce qui compte, c'est d'abord de faire parler ces détenus, pas de les juger. Nos interrogatoires nous permettent d'obtenir chaque jour de précieux renseignements. Le mois dernier, nous avons recueilli 5 fois plus d'informations qu'au mois de janvier. Les militaires sont peu bavards sur la façon dont pourraient se dérouler les procès. Ils ont tout de même précisé que certains détenus pourraient sortir innocents du tribunal, mais rester enfermés dans leur cellule à Guantanamo. Après tout, les Américains n'en sont plus à une bizarrerie juridique près, au nom de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. 800 000 personnes sont touchées en France. Plus de la moitié des malades ne sont pas diagnostiqués à temps. Et le nombre de personnes atteintes aura doublé en 2020. Une situation particulièrement alarmante qui pose un véritable problème de santé publique. Diego Garcia, Virginie Travers. Un peu de réconfort et une pause bien méritée. Il aura fallu 8 mois à cette famille avant de trouver une place provisoire à l'hôpital pour le père touché par la maladie d'Alzheimer. Quand ça s'est aggravé, il était impossible de l'hospitaliser là où il était suivi. Donc on a dû changer de médecin et vraiment pratiquement le supplier en disant t'es dans un état qui ne pouvait pas être maintenu à domicile pour qu'on puisse trouver une place à l'hôpital. Mais dans 2 mois, il faudra tout recommencer et trouver un autre lieu qui le garde plus longtemps. En France, il n'y a que 3000 places d'accueil pour les malades d'Alzheimer. Il en faudrait 10 fois plus pour répondre aux besoins des familles. Les pouvoirs publics n'ont pas vu vieillir les Français, une urgence qui depuis 30 ans a toujours été remise à plus tard. Cette priorité, elle vient après toutes les autres. Après la périnatalité, après le cancer, après le sida, après l'hépatite C, etc., etc. Et passant toujours après les autres, eh bien finalement, nous avons fait beaucoup moins de choses que nous aurions dû faire. Si le présent est morose, le futur s'annonce sombre pour les 800 000 malades d'Alzheimer. Oh là, j'ai mal au dos. Je peux plus bouger. D'après une étude récente, si rien n'est fait, il manquera plus de 120 000 lits en 2010. Voici les régions en rouge et en orange qui seront particulièrement touchées par ce déficit. Un seul exemple, plus de 15 000 lits feront défaut en Île-de-France. Avec 135 000 nouveaux cas décelés tous les ans, dans 7 ans, chaque famille sera concernée par cette maladie. Et demain soir, dans Complément d'enquête, Benoît Duquesne reviendra sur la canicule et la prise en charge des personnes âgées. Il recevra François Fillon et Jean-François Mattei. De meilleures nouvelles de la santé du pape Jean-Paul II. Il est apparu en assez bonne forme dans sa résidence d'été près de Rome. C'est le 16 octobre prochain que l'Église célébrera ses 25 ans de pontificat. La veille, les cardinaux du monde entier se réuniront à Rome pour parler de l'avenir. En Italie, où la religion tient une place considérable, je vous propose cette histoire digne d'un scénario de Don Camillo. Imaginez l'église d'un petit village dans les Abruzzes, dans laquelle a été tourné à l'insu du prêtre et de ses ouailles un film porno. Aujourd'hui, on a purifié les lieux. Sur place, Gérard Grisbeck, Dominique Merlin. C'est le 2e tremblement de terre que connaît le village de Gioia, dans les Abruzzes. La première fois, en 1915, tout avait été détruit, y compris l'église. Cette fois, la destruction est morale. Le responsable, le voilà. Ce film porno, sorti en 1998, est tourné dans l'église, à l'insu des villageois, bien sûr. Scandale, lorsque l'on a appris il y a quelques mois la vérité. Scandale et hypocrisie, car il a bien fallu voir le film pour y reconnaître son église. Alors ce week-end, tout le village était réuni pour une procession de pénitence afin de laver l'affront. Le village, et donc le maire et le curé, mais aussi l'évêque et le chef des carabiniers. C'est violer l'église et avant tout c'est offenser Dieu. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Non, je n'ai pas vu le film. En aucun cas je ne veux le voir. Pour nous c'est vraiment une honte.
Personne n'a vu le film, mais tout le monde sait qu'il a été tourné ici. L'enquête de police nous rassure. On est en train de faire des comparaisons. Tout n'a pas encore été découvert, mais nous sommes sur la bonne voie. L'évêque purifie les lieux au pas de charge et n'oublie aucune paroi. À croire que les acteurs étaient des athlètes. Restait une inquiétude que l'évêque a dissipée. Chacun craignait que les bénédictions de ces derniers mois, à l'occasion de baptême, mariage ou enterrement, soient annulées. Heureusement, il n'en est rien. L'église de Gioia est donc maintenant purifiée. Le petit village va pouvoir retrouver une vie paisible. Mais au soir de cette longue enquête, il faut bien avouer notre échec. Ici, tout le monde a réussi à voir le film porno, sauf nous. Près de 100 millions de personnes sont concernées par la journée sans voiture, une opération qui a fait tache d'huile en Europe et même sur d'autres continents. Bruxelles a donné le coup d'envoi aujourd'hui avec l'apparition de vélos et de quelques calèches pour remplacer les voitures. La France prendra la suite demain. Un large périmètre au centre de Paris sera fermé à la circulation. Lyon, Lille, Rennes, Strasbourg participent également à cette journée en ville sans ma voiture. Dans l'espace, la sonde américaine Galileo vit ses derniers moments. Elle sera désintégrée dans plus d'une heure par la NASA après avoir parcouru plus de 4,5 milliards de kilomètres autour de Jupiter. La fin d'une odyssée. Laurence de Cherve. Un suicide programmé pour Galileo. Les yeux et les oreilles de Jupiter s'étaient-elles. Cette sonde a rempli sa mission, nous envoyer près de 15 000 photos de la plus grosse planète du système solaire et de ses satellites, Io, Europe, Ganymède et Callisto. La sonde a observé Io et ses nombreux volcans, dont certains expulsent une lave de 2500 degrés jusqu'à 300 km d'altitude. Mais Galileo a surtout photographié la coquille lézardée d'Europe. Les scientifiques en ont déduit la présence d'eau salée sous une couche de glace, de quoi imaginer peut-être la vie. Avec cette éventualité, les scientifiques ont préféré programmer la désintégration de la sonde. Le risque était que Galileo, à court de carburant, avec ses quelques grammes de plutonium, ne s'écrase sur Europe et ne la pollue. À 21h49 précise, son odyssée prendra donc fin. Un plongeon suicide à 100 000 km/h dans l'atmosphère de Jupiter. Mais promis, jusqu'au dernier souffle, Galileo nous enverra ses ultimes photos. Sur Terre, depuis une dizaine de jours, les vignobles bordelais vivent au rythme des vendanges sous un soleil éclatant. On a souvent évoqué la pénurie de main-d'œuvre, un problème que ne connaît pas un propriétaire dit Libournais. Depuis plus de 70 ans, une amicale de vendangeurs viennent bénévolement ramasser le raisin. Éric Perrin, Bernard Bonarme. Depuis plus de 75 ans, c'est un peu la même histoire. Chaque année, au moment des vendanges, les vignobles de la famille Janouex accueillent une troupe de bénévoles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup d'entre eux ne viennent pas du village d'à côté. Je viens de Tour-la-Ville dans la Manche. Quartier-Ville-Bocage de la Manche. De la Manche et Montaigu-la-Bouzette. Les vendanges sous le soleil de Bordeaux, pour rien au monde, ces Normands ne les rateraient. Nous, on prend nos congés pour venir en vendange. Faut dire, passer de la pomme au raisin, ça peut avoir du bon. C'est là que j'ai connu ma femme, en 94. Lors des vendanges ici. Lors des vendanges ici. Si ces Manchois, pas manchots, sont aujourd'hui le noyau dur de la troupe, c'est parce que dans les années 30, le grand-père Janouex avait eu une idée de génie. Vendant son vin en porte-à-porte en Normandie, il proposa à ses clients de venir en Gironde pour les vendanges, du marketing direct bien avant l'heure. Quelquefois on dit qu'une goutte de vin c'est une goutte de sueur. En participant aux vendanges, ils se rendaient compte des efforts qu'on faisait pour à avoir des vins de qualité. Depuis, plus de 2000 clients et amis sont venus ici. L'occasion de faire des découvertes comme le bourru, un breuvage qu'on ne peut boire que pendant les récoltes. Ni jus de raisin, ni vin. Dans le pays nantais, ça s'appelle la bernache. Nous, on appelle ça le bourru et ça peut s'appeler tout ce qu'on veut. Ça a vraiment le goût du raisin et pas du tout du jus de raisin industriel que vous pouvez boire. Ça a vraiment le goût du fruit, du sucre, du soleil. Pendant plusieurs semaines, la troupe partage logis, repas, bon vin et sourires, une ambiance perpétuée par nos fameux Normands dès leur retour au pays. On organise un repas environ une centaine de personnes autour d'une bonne table. Nous, on est fiers quand même de dire aux copains quand ils viennent à la maison, tiens, regarde, ce vin-là, on a le vendu. Autant dire qu'ici, en plus du raisin, on récolte les bons moments, les fous rires et même quelques bisous, une sorte de vendange de l'amitié. Au championnat d'Europe d'équitation, le cavalier français Nicolas Touzin a remporté le concours complet à l'issue du saut d'obstacle, la dernière épreuve du concours.
Football en Angleterre avec le choc entre Manchester et Arsenal, score final 0-0. Un bon résultat pour les hommes d'Arsène Wenger qui ont terminé le match à 10 après l'expulsion de Patrick Vieira et à la dernière minute, Van Nistelrooy a raté un penalty pour Manchester. En Italie, de violentes bagarres ont éclaté à l'issue d'un match de deuxième division entre Avellino et Naples. Un supporter napolitain s'est grièvement blessé en chutant d'une tribune. Il est toujours dans un état grave. 30 policiers ont été légèrement blessés. Enfin, sachez que l'ancien international de rugby Amédée Domenech est décédé la nuit dernière à l'âge de 70 ans. Surnommé le Duc, il a marqué l'histoire du rugby. Il fallait lever les yeux au ciel aujourd'hui en Isère pour admirer cet incroyable spectacle, le concours de déguisement de delta et de parapente, discipline de la 30e édition de la Coupe Icare, un spectacle garanti avec le soleil comme complice. Charlotte Millet et Philippe Fivet. On a trouvé le petit problème et ça va être tip top encore. Arrivé en bas, on va se voir un petit coup. Ils sont venus pour s'amuser, pour frissonner pour la Coupe Icare, la plus grande manifestation de vol libre du monde. 150 pilotes pour des engins volants plus ou moins bien identifiés. Lui, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, il devait faire décoller notre caméra. Et une fois de plus, Superman a réussi sa mission. C'est vrai que techniquement, c'est sans doute plus difficile de voler déguisé que de voler non déguisé. Mais c'est simplement du fait que les pilotes qui se déguisent sont parfaitement techniquement au fait de leur activité, connaissent parfaitement les notions de l'aérologie, les notions de la mécanique de vol. « 5000 personnes pour admirer le spectacle et recevoir un beau message de paix avec ces 7 pilotes habillés en continent, reliés entre eux par un ruban comme des peuples réunis. Tous ont eu bon vent pour leur retour sur Terre, retour à la réalité, souvent plus triste qu'eux. 11 millions de Français ont participé ce week-end aux 20e journées du patrimoine. Le beau temps presque partout en France a permis de patienter dans les files d'attente qui se sont allongées au fur et à mesure de la journée. Devant tous les monuments parisiens, il y avait du monde aussi bien devant l'Assemblée nationale, l'Élysée, que devant la chapelle du Sénat. Alain Chamfort nous manquait. Après quelques années de silence, il nous revient avec un nouvel album qui porte bien son nom, Le Plaisir, celui d'écouter cet artiste qui trace depuis 30 ans sa route. Christophe Héroux, Mathieu Drejoux. C'est sûrement la devinette de la rentrée musicale. Quel chanteur de charme se cache derrière ses dreadlocks et ses tissus d'Asie? Réponse, c'est Alain Chamfort. Et en plus, ça le fait rire. C'est amusant et puis il faut essayer de continuer à s'amuser. C'est ça qui est important. Je veux dire, trouver le désir, le renouveler. On est des enfants hein, quand on fait des métiers comme ça, donc il faut continuer à jouer, quoi. Il est de retour en ville, ce ne sera pas long avant qu'il frappe à ta porte. Alain Chamfort, ce grand enfant, l'ex-minet de la variété ou le Manurevat de Gainsbourg, depuis 30 ans. Toujours un peu transformiste, il cache bien son jeu. Demande de définition à Marc De Domenico, son directeur artistique, après avoir été celui d'Henri Salvador. Ça peut paraître superficiel par moment, puis finalement à la réécoute ou au détour d'une phrase, d'une ligne mélodique, finalement c'est fouillé. En fait c'est fouillé, c'est travaillé, mais c'est léger. Voilà, c'est peut-être un certain. Voilà, le style il est peut-être un peu là, entre autres. Tout est dit, hein. Merci. Vous avez besoin de moi, vous êtes sûr? Il n'aurait donc rien à rajouter, juste à slalomer entre ses petits bonheurs du jour et les illusions perdues d'hier. Je préfère être dans mon univers un peu, je dirais enfantin, enfin presque, hein, un petit peu marginalisé, un peu protégé, un peu à l'écart, et puis essayer d'entretenir cette illusion-là. Et la proposer un peu aux autres pour que de temps en temps ils aient aussi des petits espaces de tranquillité, quoi, d'apaisement, voilà. En la voyant, je tremble, un sourire d'elle me semble plus inquiétant. Des inquiétudes voilées par les désinvoltures, ce serait donc ça, le vrai visage d'Alain Chamfort.
Cinéma avec la poésie encore et le raffinement de cette super production sur les arts martiaux. Hérode de Zhang Yimou nous entraîne dans d'incroyables batailles, des décors somptueux et comme acteur, le couple glamour du film In the Mood for Love. Isabelle Béchler. Dans la Chine des royaumes combattants, 220 avant Jésus-Christ. Un souverain ambitieux entend régner sur le monde. Je mènerai ma grande armée au-delà de l'Empire, conquérir de vastes étendues. 3 assassins sont dépêchés par les royaumes voisins pour tuer le roi de Chine. L'amour en neutralisera 2, jusque-là inséparables. L'âme brisée et flocons de neige sont liés dans la vie comme dans la mort, et leurs épées ne doivent jamais être séparées. C'est le 4e, joué par Jet Li, qui menacera le roi après avoir éliminé ses concurrents. Ruse, armes psychologiques et combats savamment réglés, Zhang Yimou cherche un nouveau style. J'ai voulu pousser le genre dans une autre direction, trouver la dimension spirituelle des arts martiaux, mettre en évidence leur philosophie et leur dimension artistique. Les amateurs de kung-fu trouveront leur bonheur. Ici, dans la bibliothèque du roi, des filins font voler les acteurs pour esquiver les coups. C'est une scène inoubliable. Tous ces livres faits de lamelles de bambou reliées étaient très longs à remettre en place. À chaque cascade, on m'intimait l'ordre d'être bonne dès la première prise. On comprend que Zhang Yimou a une grande admiration pour le japonais Kurosawa. Je suis venue ici te donner ma vie, alors frappe-moi! Et une fascination pour le sens du sacrifice des combattants et leur détachement. Un vrai défi pour les comédiens. La tradition décrivait ces personnages comme capables de tuer sans broncher. Et les combats, bien qu'ils requièrent une force considérable, se faisaient sans effort apparent. Surtout, il faut faire passer l'émotion de manière très subtile. Ce film, d'une beauté plastique parfois intimidante, est la réponse pékinoise au succès hongkongais Tigres et Dragons. Il a l'ambition de renouveler le genre. Et puis France 2 récompensé au Festival de la fiction télé de Saint-Tropez pour la meilleure série, Louis Page, et puis meilleur scénario, Didier Cohen pour Le Monde de Yo-Yo. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h55 Urgence, minuit 25, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h40 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT. 13h, le journal Daniel Bilalian, 20h David Pujadas. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de Carmen, de Georges Bizet. Magnifique Carmen au Stade de France hier soir. Sans combattant